Hello everyone and welcome back to this fourth episode of Waiting for the MDS. Today for April, as we are preparing this fourth episode, it should have been the day of the technical and medical checks at the 35th Marathon des Sables, a compulsory step to receive your precious bib. Let's listen to Patrick Bauer, who will tell us how everything is set up during this day. Bonjour à toutes et à tous. Eh bien, ce que je vous disais dans la dernière vidéo se confirme, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous sommes sur les contrôles techniques et administratifs et il y a une énorme tempête de sable sur le bivouac. Alors c'est terrible, évidemment, ça me rappelle des souvenirs du dernier briefing, une année où il y a eu une tempête incroyable durant le briefing. C'était vraiment l'enfer pour pouvoir vous parler. C'est une journée très compliquée qu'on a eu à gérer aujourd'hui. C'est une journée pour moi qui est assez stimulante puisque c'est une journée de rencontre, de relations humaines, puisque c'est l'occasion effectivement de vous voir dans les files des contrôles techniques, administratifs et médicaux. C'est aussi le moyen pour moi de faire un briefing à différents départements de la course, comme les militaires, qui sont une soixantaine d'hommes de 2 régiments de Ouarzazate et des Rachidiens, que Sa Majesté le Roi met à notre disposition pour nous accompagner, avec une trentaine de camions militaires, 6 citernes, etc., pour transporter toute notre logistique. C'est aussi un briefing pour les monteurs de tentes, c'est l'occasion d'un briefing avec tous les chauffeurs, que je salue tous, vraiment, parce que j'ai beaucoup d'amitié avec tous les chauffeurs. Il y en a, ça fait une trentaine d'années qu'on travaille ensemble, n'est-ce pas, cher Brahim, par exemple, ou d'autres. Donc je pense bien à vous, c'est l'occasion de redéfinir nos missions sur le terrain, pour se préparer au mieux à affronter cette semaine de course. Donc voilà, c'est l'occasion aussi de faire un briefing aux journalistes pour préparer le terrain et leur donner tous les moyens pour travailler dans de bonnes conditions. Et puis également le briefing général, le briefing avec vous tous, du haut du capot du Land Rover, avec mon cher Guillaume, traducteur, qui malheureusement ne sera pas là l'année prochaine. Et déjà, Guillaume, je peux te dire, je te regrette énormément. Mais voilà, ainsi va la vie, on ne fait pas toujours ce qu'on veut. Mais voilà, donc on passera très fortement à toi. En tout cas, voilà, cette journée de briefing est très intense. Je vais vous laisser parce que je vous retrouve demain. Donc en espérant que vous allez bien dans votre confinement les uns les autres. Et je vous embrasse très fort. À très vite. Thank you, Patrick, for all this info. In the previous episode of Waiting for the MDS, you may remember Rory Coleman telling us that 20 years ago, everything still had to be invented in terms of equipment for a race like the Marathon des Sables. Well, let's listen to Olivier Sipil, who will tell us about the evolution he has noticed since he took part in the race about 20 years ago and during his years as a staff member. Au niveau du matériel, le Marathon des Sables, depuis 35 ans, avait été humblement une révolution, parce que à l'époque, nous, on a fait notre Marathon des Sables avec des chaussures qui étaient des Shiruka, des chaussures qui pesaient pratiquement 1 kilo chacune. On avait un sac à dos qui faisait 15 kilos. En plus, on avait une poêle à frire, on avait du bacon frais les premiers jours. On faisait pas fort gaffe au niveau du poids. On avait un poids maximum de 15 kilos. À ça, il fallait rajouter la bengale qu'on avait dans le dos, plus les 2 bouteilles d'eau. Donc, on était pas loin des 20 kilos. Aujourd'hui, les gens viennent super préparés. Même celui qui sait qu'il va finir dans les derniers, il va venir avec un matériel super sophistiqué. Et tout le monde calcule le poids, mais le poids au minimum. C'est plus une question de luxe ou de bien-être ou de confort, c'est une question du minimum de poids. Les gens vont jusqu'à découper une partie du sac de couchage pour avoir un petit peu moins de poids sur le sac de couchage. Et il est souvent, on voit sur le bivouac, les gens avec des balances médicales pour être certain de ne pas avoir pouvoir gagner 1 gramme ici, 1 gramme là. Bon, c'est vrai que c'est plus facile avec 8 kilos qu'avec 15 kilos, surtout quand on marche ou quand on n'est pas très bon coureur, comme c'était mon cas. D'autre part, c'est que les matériaux ont complètement changé. Les sacs à dos n'ont plus rien à voir. Les chaussures, c'est tout le monde, depuis Adidas avec Terex, en passant par Nike, Rossignol, Salomon, tout le monde s'est mis dans le monde du trail, ce qui n'existait pas dans le temps. Le trail n'était pas aussi populaire, il n'y avait pas autant
de choix de matériel. Et puis surtout, les coureurs sont beaucoup mieux préparés. Dans le temps, on avait des fous qui faisaient le marathon des sables en marche arrière, ou celui qui était vêtu en rhinocéros pour défendre la cause des rhinocéros, ou le lapin rabbit pour défendre la cause des taxis de Londres. Bon, tout ce genre de farfelus ont complètement disparu parce que bon, la course va beaucoup plus vite qu'avant et il serait très très vite hors temps. Donc voilà, c'est la grande différence du marathon des sables, c'est une évolution des coureurs. Les gens qui viennent vraiment préparés, même celui qui est dans les derniers, et ils viennent avec un matériel super sophistiqué au gramme près. Indeed, as Olivier says, it's really down to the gram. Besides, your backpack will be weighed during the technical check, the proof in images. MDS 2016, en direct des vérifications. Allez, la première étape, on pèse le sac. 8 kilos. Étape 2, on leur met leur petite chronotag derrière leur sac pour que ça pipe quand ils passent. On leur met leur petite balise GPS, toujours numérotée. On leur donne leur pastille de sel, leur carte de pointage. Alors, comment ils vont, on vérifie si tout va bien, s'ils ont bien compris l'utilisation du sel. Et puis on vérifie au niveau médical. Absolument. Leur Et donc on donne les dossards. Bradley. Now it's official. Vérification. Ah oui, ça y est, c'est bon. J'ai le droit de partir demain matin. Tout est en règle. As you know, at the Marathon des Sables, there are running experts such as the El Morabiti brothers, Rashid and Mohammed, or many experienced runners of trail and ultra-trail events. But there are also many people who are new to the field, and one of their main concerns is route marking. Can we get lost in the desert during the Marathon des Sables? The answer with Pepe, the most experienced tracker at the event, who gives us a detailed explanation of his work. Bon, alors on voulait savoir quel est le job des pisteurs pendant le marathon des sables. Donc on va dire que ça se divise en 3 parties. La première partie, c'est la reconnaissance avec les commissaires et les pisteurs, de façon à ce que chacun connaisse le mieux le parcours pour arriver le plus vite possible pour aider un coureur éventuellement s'il y a besoin, en tout cas, et éviter les parties les plus difficiles à traverser. Ensuite, il y a la mission de balisage, ça c'est quotidien, et la dépose des contrôles avec le matériel, les toubibs et les contrôleurs. Alors, nous faisons le balisage avec une journée d'avance. Nous sommes une équipe de 5 pisteurs. Il y a Thierry, Alex, Jaja, Nico et moi. Alors, on a tous une bonne expérience. On connaît le marathon depuis personnellement depuis 30 ans et certains depuis 20 ou 15 ans en moyenne. Alors, on utilise les compétences de chacun. Un tel va être un meilleur pilote, donc il va aller dans les parties les plus techniques, et un autre va être plus sportif, et donc il va aller à pied, baliser dans les montagnes ou dans les passages impossibles à traverser en voiture. Pour baliser, on utilise différents types de matériel. On utilise des balises fixées sur des piquets que nous enfonçons dans le sol. Quand c'est pas possible, eh bien, nous formons des tas de cailloux, plus ou moins gros, suivant ce qu'on trouve autour de nous, qu'on balise de rouge, qu'on peint en rouge. Et dans les parties boisées, ça arrive, les traversées d'oued qui sont compliquées avec beaucoup de tamaris. Nous accrochons de la rubalise et replantons des balises ou accrochons des balises dans les arbres. C'est un peu au feeling, tout ça. Par contre, il y a la nuit. La nuit, c'est particulier. La nuit, il y a un balisage lumineux qui commence à 17h30 à peu près, de façon à ce que tout soit en place pour 19h à la tombée de la nuit. On y retourne vers 23h pour raccrocher un deuxième
paquet de bâtonnets lumineux de façon à ce que ça se voit bien jusqu'à 5h, 6h du matin. Alors, la difficulté, c'est que les coureurs n'aient pas à chercher ces bâtonnets, et ça, c'est pas toujours facile, parce que l'acuité visuelle baisse avec la fatigue. Il arrive que certains bâtonnets s'épuisent un peu plus vite que d'autres. Il arrive aussi qu'ils tombent, ou que des petits malins attirés par la lumière viennent les décrocher. Donc on en met le plus possible et on a le renfort des commissaires pour nous aider à en remettre encore, parce qu'on a un petit stock de secours de façon à ce qu'il n'y ait pas de trou. Mais ça arrive que de temps en temps il y a un petit peu de panique, hein, mais c'est très très rare. Alors nous on fait ça en se mettant dans la peau d'un coureur. Hein. On se dit qu'un coureur ça ne doit pas chercher son balisage, ou en tout cas le moins possible. Quand c'est une ligne droite, eh bien, il va suivre une ligne droite, donc ça va être un peu moins serré. Mais dès qu'il y a des virages ou des petites orientations à suivre, on en met vraiment de façon à ce qu'il n'y ait aucune possibilité d'erreur. Alors ça arrive, on voit des coureurs s'égarer, mais alors on se demande tous à chaque fois comment il a pu faire. L'année dernière, j'en ai vu un ou il y a 2 ans, qui a vu une balise, il a emmanché la balise en passant par-dessus des barbelés, et il s'est retrouvé je ne sais où. Donc on l'a récupéré, mais c'était insensé. Comment il pouvait croire qu'on était passé par-dessus des barbelés? Mais c'est des histoires de pisteurs, tout ça. Le balisage, bien sûr, s'il est fait la veille, il est revisité et reparcouru dans son intégralité tous les matins. C'est-à-dire que nous remontons complètement le balisage, ce qui nous permet de voir s'il est bien dans l'axe, si tout est bien dans l'ordre, si des cairns sont tombés, si des balises sont tombées, en remettre s'il faut. Donc tout est revu et prêt pour l'étape du jour. On fait tout ce qu'il faut pour que vous soyez en sécurité. Voilà, ça c'est notre obsession avec Patrick aux commandes. Penser aux coureurs, penser qu'ils peuvent se perdre, penser qu'ils peuvent avoir de l'inquiétude. Donc on est là pour vous rassurer, mettre des balises partout et vous faciliter la tâche au mieux, de façon à ce que l'effort sportif soit votre priorité. A job well done is definitely Pepe's mission in life. Open your ears and hold on tight, because Craig Horton has finished 2 Marathon des Sables and will come for the 3rd one in September after coming back from the dead. You heard me right, no less than that. Let's listen to him. Hi, my name's Craig Horton and I've been asked to talk about my MDS story, the journey to the start line, why is it important to me, and why am I taking part in my 3rd MDS, hopefully in September this year. So my journey started back in 2013, 2014, and I always remember the day, and on the 26th of October 2014, I remember very well because that was the date that I actually died. And luckily for me, I was found by, I call them 2 guardian angels. I'd been running and I collapsed, I had a sudden cardiac arrest, hit the ground dead. And for around 25 minutes they managed to keep me alive until the ambulance came, and then I spent the rest of the week in hospital having 2 stents fitted, and now for the rest of my life on my medication to maintain a healthy body. So fast forward 18 months and then I completed my first Marathon des Sables in 2017, and for me that was several years in the making, of course. As you can imagine, having the accident a couple of years prior to actually starting and then finishing and completing, getting the medal, will always be a special memory for me. What also will always be cherished is the MDS family. That's one of the reasons why I continue to do it in 2018 and again in 2020, is the closeness of the people, your 10 buddies throughout the week. You know, you're all there, you all have a story, but you're all equal. You're all living on the floor, you're all sharing the same stories, you're all tired, you're all having the wonderful journey, the wonderful Sahara, the wonderful desert, all these wonderful stories that will be with you the rest of your life. And that for me is the everlasting memory of the Marathon des Sables. Not only is it one of the most beautiful places in the world to be, how lucky I am to compete and finish twice,
but also the memories of beautiful people. And for that, I'm really looking forward to seeing all of you again, many people and some new people in 2020. Thank you very much. Isn't it crazy? It makes you put certain things into perspective. Fred Lamoureux is another competitor who finished the Marathon des Sables for the first time in 2006. He looks back on those years spent running in the desert. Bonsoir à tous, j'ai eu la chance de pouvoir rentrer dans la famille du MDS en 2006 par l'intermédiaire de Bernard Godin, qui était un ami très proche, qui est décédé suite à un arrêt cardiaque qu'il a eu un matin au réveil. Et en fait, Bernard a été un petit peu, on va dire, mon papa sportif au niveau de la course à pied, et il a participé à 4 marathons des sables, dont 2 victoires consécutives sur la 2e et 3e édition du marathon des sables. Donc certes avec très peu de participants, mais bon, les conditions étaient les mêmes, voire bien pires que les nôtres, parce que les moyens technologiques n'étaient pas les mêmes au niveau des sacs, au niveau des chaussures. Donc voilà, je suis venu par son intermédiaire parce que il était de ma région, dans la région de Niort, très grand sportif, un record à 6h59 au 100 km de Millau, donc un peu plus de 14 km/h. On s'est connus par l'intermédiaire de mon lieu de travail où il venait s'entraîner, et puis on a créé beaucoup de liens d'amitié, et il m'a proposé en 2006 donc de partir au Marathon des Sables, donc mon premier, avec 3 autres personnes, Jean-Jacques Micheneau, Bruno Boisseau et Lucie Nagdar, avec lesquels on a pu courir sous une entreprise prolifère, et on a pu finir 5e du classement général, donc un très très grand souvenir pour moi. Alors le Marathon des Sables, pourquoi la 5e fois en 2020? Pourquoi je me suis pas arrêté à une participation, 2, 3 ou 4? Parce que je pense que quand on a goûté à cette épreuve, quand on a goûté au Marathon des Sables, soit on accroche pas du tout. Et malheureusement ou heureusement, moi j'ai accroché. Le désert nous permet de voir notre quotidien sous une autre forme, donc de relativiser un petit peu sur nous-mêmes. Donc ça nous permet de nous recentrer un petit peu sur les petits bonheurs et le petit confort que l'on a chez nous, et puis que l'on trouve pas là-bas. Donc voilà pourquoi j'y retourne une 5e fois. J'y retourne avec une équipe qui sont pour la plupart novices, avec 3 filles et un autre garçon. Donc on va essayer de faire au mieux pour cette 5e participation, et puis aller au bout de nous-mêmes, de donner le meilleur de nous-mêmes. Et puis comme on fait sur chaque épreuve du Marathon des Sables, qui peut être complètement différente, avec tous les mêmes aléas au quotidien, c'est-à-dire la gestion sportive, mais également la gestion extra-sportive, avec tout ce qui est tente, tout ce qui est nourriture, qu'il faut faire à chaque fois que l'on arrive d'une étape. Donc voilà, pourquoi cette 5e participation? Parce que le Marathon des Sables est très cher pour moi, et que ça sera une épreuve qui restera toujours hors du commun. J'ai la chance de pouvoir coacher les 4 autres personnes avec qui je vais partir lors de cette édition 2020. Alors, comment aborder ce type d'épreuve? Déjà, je pense qu'il faut l'aborder avec une énorme humilité. On connaît jamais assez une épreuve, on connaît jamais assez un Marathon des Sables, qui est toujours différent. On connaîtra jamais assez les réactions du désert. Le désert ne nous pardonnera que très peu de choses, voire pas du tout. Donc je pense qu'il ne faut pas jouer avec lui, il sera toujours plus fort que nous. Donc quel conseil apporter à ce niveau-là? Bien gérer déjà son aspect préparation sportive, avec des entraînements qui soient relativement réguliers, qui doivent être relativement bien abordés, sans rentrer non plus dans un excès. Il faut également gérer l'aspect mental, puisque si on n'a pas le Marathon des Sables dans la tête et qu'on l'a que dans les jambes, malheureusement je pense qu'on n'ira pas au bout, ou avec de grosses difficultés. Et puis gérer aussi tous les petits à côté, c'est-à-dire la préparation au niveau des pieds, le soin des pieds, tout ce qui est nourriture, tout ce qui est sac, tout ce que l'on doit porter avec nous, ça faut pas l'oublier, il faut pas le négliger non plus.
Donc voilà, c'est tout un tas de choses que j'essaye de prodiguer et de donner au mieux aux personnes que j'ai à coacher pour cette course. Et pour le moment, tout se passe pour le mieux, et puis on essaiera d'être au meilleur de notre forme au départ en septembre. I hope you noticed the beautiful t-shirt in Fred's living room. Anyway, Fred, thank you for evoking a great name of the Marathon des Sables and for all these valuable tips. That's it for now. The day of the checks is over, and we will be back in the 5th episode for the first stage of the race. So, enjoy your last meal, have a good night under the desert stars, and see you tomorrow. Bye bye, dear sand lovers.